Bonjour à tous et bienvenue pour votre émission Disputandum. Il y a de l'électricité dans l'air. L'Europe souhaite interdire la vente des voitures à essence ou diesel neuves dès 2035. C'est un sacré virage qui est déjà amorcé pour les voitures. Alors, est-il réellement temps de basculer vers le tout électrique ou l'hybride? Les véhicules thermiques vont-ils disparaître et à quelle échéance? Beaucoup de questions se posent. Nous allons tenter alors d'expliquer les différentes technologies, notamment l'hybride, les usages actuels et futurs, les freins qui persistent comme les problèmes d'autonomie, le manque peut-être de bornes rechargeables sur le territoire, sans occulter bien sûr la question écologique. Les véhicules électriques sont-ils réellement moins polluants que les thermiques? Pour tenter de répondre à tout ça, je suis ravie de vous accueillir tous les 5 autour de la table. Franck Bayle, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes utilisateur de voitures hybrides et peut-être bientôt électriques. Vous êtes aussi assureur dans le sport automobile. Merci d'être avec nous. Merci. Jacques Robert, bonjour. Bonjour Vanessa. Vice-président de l'association UFC Que Choisir Nouvelle-Aquitaine. Vous représentez les consommateurs. Marc Laguarda, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes le président de l'association Nouvelle-Aquitaine Mobilité Électrique. Vous êtes aussi directeur de Enedis Limousin. Et l'association dont vous êtes le président aide les entreprises et les collectivités à se tourner vers l'électrique. Jean-Jacques Rabage, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Limousin Nature Environnement, une association environnementale. Et Jérôme Dancoine, bonjour. Bonjour. Le directeur régional délégué de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. Et puis on est aussi à distance avec David Puech. Vous êtes dans nos studios de Bordeaux. Vous êtes cofondateur de l'entreprise Rêve Mobilities, Rétrofutur. Vous faites du rétrofit. Alors le rétrofit, vous allez tout nous dire sur ce qu'est le rétrofit. C'est le fait de remplacer un moteur thermique par un moteur électrique. Et c'est très intéressant. Merci d'être avec nous à distance. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Vous avez tout dit. Pas tout, mais vous allez compléter pas mal de choses. Alors, j'aimerais savoir déjà autour de la table, et vous David, qui d'entre vous roule à l'électrique ou à l'hybride? Alors, Franck, je l'ai dit déjà. Oui, moi je suis utilisateur depuis maintenant 4 ans de véhicules hybrides rechargeables. Et l'électrique? L'électrique, c'est un projet en second véhicule qui va certainement se concrétiser d'ici la fin de l'année. Donc c'est vrai qu'effectivement, on est en plein dans le sujet actuel. Il y en a d'autres autour de la table qui roulent Oui. J'ai découvert Jacques. en préparant cette émission que j'avais une voiture qui avait un micro-hybride. Micro-hybride, je crois que ça concerne finalement beaucoup de monde. Ça concerne quasiment toutes les voitures neuves parce qu'en fait, c'est le stop and go et c'est micro-hybride. Donc j'ai une voiture effectivement aussi micro-hybride. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se roulent à l'électrique ou à l'hybride rechargeable peut-être? Je roule en hybride personnellement et puis l'association a un véhicule électrique. Donc je roule aux deux. Et vous David? Un hybride assez particulier, je roule en tramway et en trottinette. Et quand les transports en commun et ma trottinette musculaire ne me permettent pas de faire mes trajets, eh bien je suis en véhicule rétrofité, puisque nous avons la chance d'avoir déjà des prototypes chez Rêve Mobilities. Et la mobilité douce, on l'évoquera évidemment aussi dans l'émission. Alors, micro-hybride, hybride rechargeable, est-ce qu'on peut déjà faire juste un petit point sur alors, véhicule électrique, on a un moteur électrique, c'est assez simple. Véhicule hybride rechargeable, qu'est-ce que c'est, Jacques? Une voiture hybride associe un moteur thermique avec un moteur essence ou diesel ou avec un ou plusieurs moteurs électriques. Et il y a donc 4 technologies de motorisation hybride. On y reviendra peut-être en détail. L'hybride rechargeable, c'est celle qui s'approche le plus, qui fait le plus fonctionner l'électricité. Oui, il y a micro-hybride, donc je l'ai dit, c'était le stop and go. Il y a le mild hybride, c'est-à-dire le véhicule ne roule pas en mode électrique, mais il a un système qui recharge, notamment en décélération. Et puis ensuite, vous avez soit le full hybride, c'est-à-dire vous démarrez, vous avez à peu près 10 km en électrique, et puis il y a effectivement l'hybride rechargeable qui vous donne sur 50-60 km à peu près, notamment au départ. Alors, on a quelques chiffres, juste pour qu'on comprenne bien à quel point, effectivement, le virage vers l'électrique, l'hybride est important. Les chiffres de vente automobile pour les 8 premiers mois de 2021 montrent que les ventes globales de voitures déjà neuves particulières ont progressé de 12,8%. La voiture électrique tire la moyenne vers le haut. Près de 90 000 ont été vendues entre janvier 2021 et août 2021, contre un peu plus de 60 000 sur les 8 premiers mois 2020, donc il y a un an. La progression frôle les 50%. Et fin août 2021, les véhicules électriques et hybrides rechargeables représentaient donc 17% du marché français. Ce n'est pas rien. Est-ce qu'on a des chiffres pour la Nouvelle-Aquitaine? Jérôme Dancoine.
Oui, simplement pour la Nouvelle-Aquitaine, là, en 2020, donc on avait à peu près 11 000 véhicules électriques immatriculés pour l'année, et puis 5 700 véhicules hybrides rechargeables immatriculés. Donc on a au total pas loin de 17 000 véhicules qui ont été immatriculés pour l'année 2020 en Nouvelle-Aquitaine. Donc évidemment, on suit la tendance nationale, voilà. On ne fait pas exception en Nouvelle-Aquitaine. Marc Laguarda. Si je peux compléter, oui. En fait, la Nouvelle-Aquitaine, elle suit la tendance nationale. Oui. Elle est aujourd'hui, là, à mi-année, on est à 12% de part de marché élec et hybride, ce qui représente, comment dirais-je, un tendanciel qui s'affirme, puisque l'année dernière, on était à 8%. Donc, on était à 2% en 2019 de vente, 8%. 12%. Donc on voit qu'effectivement il y a un bond assez incroyable en l'espace de 2 ans. On est en croissance de la vente des véhicules électriques et hybrides. Les véhicules électriques et hybrides qui s'invitent aussi dans le monde automobile pro. Oui, alors c'est vrai que cette technologie a été notamment insérée en 2014 en F1 et qui est utilisée aujourd'hui dans les différentes catégories, notamment dans l'endurance. C'est un vrai sujet. Et c'est après... Souvent, c'est des laboratoires, le sport auto, et c'est descendu après dans la consommation quotidienne des usagers. Donc, il continue de s'améliorer là-dessus, il continue à rechercher, et c'est peut-être aussi bénéfique dans le sport auto, mais c'est aussi utile dans la vie du quotidien de l'usager. Pour tous les usagers. Alors on va essayer de comprendre pourquoi un tel boom. Peut-être que l'un des facteurs qui expliquerait cela, c'est la création des zones à faible émission, les fameuses ZFE dont vous avez peut-être entendu parler. Cette mesure phare de la loi climat votée cet été a pour objectif de lutter contre la pollution, d'améliorer la qualité de l'air. Le gouvernement d'ailleurs le rappelle, en France 40 000 décès par an sont attribuables à une exposition durable aux particules fines. Alors en Nouvelle-Aquitaine, c'est la métropole bordelaise qui est la plus concernée. Elle a annoncé mercredi 15 septembre dernier son intention de mettre une zone à faible émission d'ici la fin de l'année 2022. Je vous propose tout de suite de regarder ce reportage d'Olivier Prax et Clémence Rouher. ZFE, un acronyme pour zone à faible émission. Voilà le cadre fixé par la loi climat. Concrètement, en 2025, les véhicules les plus polluants ne pourront plus rentrer dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. 2 roues, voitures, camions seront classés en 6 catégories de 4 à 6. Vous êtes hors jeu. La nouvelle majorité métropolitaine a décidé de lancer le processus. Telle qu'elle est construite aujourd'hui, la ZFE est injuste socialement. Effectivement, les personnes qui ont les véhicules les plus polluants sont souvent ceux qui n'ont pas eu les moyens de changer de véhicule. Pour tous les usagers qui ont la possibilité de se reporter vers d'autres modes de locomotion, ça sera ce vers quoi on va les encourager. En clair, ces automobilistes devront opter dès qu'ils le peuvent pour les transports en commun, les mobilités douces ou alors avoir un véhicule moins polluant, totalement excluant et irréalisable pour les élus de l'opposition. Encore une fois, c'est la zone périurbaine qui est la plus touchée. Ce sont chaque fois ceux qui sont les plus concernés par toutes les mesures de restriction. Donc on dit on ne veut plus de voitures dans la ville, mais c'est eux qui sont obligés de les prendre pour venir. C'est eux encore qui ne pourront pas venir. Alors certes, on va vous dire ce n'est que les voitures de catégorie 4, 5, 6, mais est-ce que ça durera? Je n'en sais rien. Toulouse, Paris ou encore Lyon ont déjà créé leur ZFE. Bordeaux a maintenant jusqu'au 31 décembre 2024 pour se conformer à la loi. Alors, je voudrais faire réagir David Puech, qui est depuis nos studios bordelais. David Puech, expliquez-nous un petit peu plus précisément les différentes catégories de véhicules concernés par ces restrictions donc de circulation, si cette effectivement ZFE se met en place très rapidement finalement. Oui, alors la loi climat et résilience impose aux agglomérations de plus de 150 000 habitants de mettre en place une ZFE à l'horizon fin 2024. À ma connaissance, la semaine dernière, la mairie de Bordeaux, Pierre Urmic, ont été mieux-disants en souhaitant la mettre en place dès fin 2022. Ensuite, au niveau des interdictions, eh bien, l'État fixe un certain nombre d'exigences et laisse aux pouvoirs locaux un certain nombre de choix. Donc, notamment, l'État a fixé un calendrier interdisant les critères 5 en 2023, les critères 4 en 2024, les critères 3 en 2025, et laisse une souplesse pour ce qui concerne les critères 2, n'évoque pas encore les critères 1 et bien sûr les vignettes vertes. Comment on sait à quels critères notre véhicule appartient d'ailleurs ?
On va sur tous les bons sites du gouvernement ou de l'ADEME et on regarde selon son carburant, selon la date de mise en circulation, à quels critères on correspond. Ok. Voilà. Jean-Jacques Rabache, ces mesures pour lutter contre la pollution sont-elles une bonne nouvelle pour les associations environnementales telles que la vôtre et pour tout le monde ? Alors les mesures sur les pollutions de l'environnement sont de bonnes nouvelles. La question c'est qu'est-ce qu'on mesure ? Par exemple aux particules, c'est vrai que 60% des particules sont liées aux pneus. Voilà, et à l'usine des pièces et autres. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs en microparticules dans les océans, dans la mer. La plus grande quantité de plastique qu'on retrouve, ça vient des pneus des routes. Donc on peut changer la nature des carburants ou des voitures, ça ne va pas empêcher les gens de rouler. Donc la difficulté qu'on a, c'est que jusqu'à présent, et c'est un petit peu ce qui nous interloque avec la voiture, nous les associations environnementalistes, c'est qu'on va prendre un paramètre et on va orienter l'industrie dessus, mais il y en a 15 autres à prendre en compte. Et effectivement, dans le cas des voitures hybrides et des voitures électriques ou thermiques, on ne prend souvent qu'un seul paramètre. On a connu l'époque où il fallait arrêter le plomb, on est passé au diesel. Après, on prend des particules, on passe à l'électrique. Et puis, on va prendre l'autre paramètre. Et en fait, le problème, c'est est-ce qu'on a... Enfin, c'est remettre la mobilité au centre un petit peu de nos besoins. Alors, on y reviendra, voilà. on y reviendra tout au long de l'émission. Donc, c'est bien, oui, de s'y intéresser, mais... Pas un par un. Pas par un prisme, il faut avoir une approche globale. Voilà, D'accord. Jacques Robert, du côté des usagers, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une peur que ce soit les plus pauvres, les moins riches, qui ne puissent pas changer de véhicule ? C'est sûr que si les aides continuent à diminuer ou disparaissent, les ventes risquent de baisser, ça c'est sûr. Ça s'est déjà vu au mois d'août dernier, les ventes ont infléchi un petit peu parce que le bonus écologique a baissé. On peut en dire un petit mot du bonus écologique. Il y a quand même, encore aujourd'hui, une véritable aide à l'achat d'un véhicule électrique. C'est sûr. Il y a un bonus écologique qui est redescendu au 1er juillet 2021 à 6 000 €. Pour les... Il était à 6 000 €, à 7 000 € et c'est redescendu à 6 000 €. Et il redescend à 5 000 au 1er janvier 2022. Vous avez également des primes à la conversion. Vous avez aussi un certain nombre d'aides au niveau de crédit d'impôt pour les prises. Enfin, il y a même pour ceux qui ont des revenus modestes également un crédit d'impôt pour acheter une voiture électrique. Il y a des aides pour l'instant. Mais c'est sûr qu'il y a aussi peut-être un manque d'information très important. Parce que au niveau écologique, Jean-Jacques Rabache a tout à fait raison. La voiture électrique, elle fait plus de 2000 kilos. Et donc, il y a beaucoup plus de restes de pneus qui vont polluer. Et ça, ce n'est pas pris en compte pour l'instant. Alors, il y a plein d'autres choses effectivement à prendre en compte dans le bilan finalement général écologique de la construction, de la fabrication d'une voiture. Encore une fois, on va y revenir dans quelques instants. S'il fallait changer tout le parc automobile, je ne suis pas sûre que ce soit très écologique tout de suite en tout cas. Alors, peut-être une alternative, ce serait le rétrofit. David Puech, je l'ai très rapidement expliqué. Si vous pouvez nous dire ce qu'est exactement le rétrofit et en quoi ce serait peut-être une bonne alternative au tout électrique tout de suite demain. Oui, en tout cas, une bonne alternative, une des alternatives. Moi, je suis entrepreneur, donc j'investis dans des propositions au marché. Donc, le rétrofit, c'est déposer, en gros, les éléments thermiques, donc le moteur thermique, le réservoir et l'échappement d'un véhicule pour y installer un pack composé d'un moteur électrique, de batteries et de différents composants et de câbles qui vont transformer le véhicule en un véhicule électrique. Au terme d'un processus qui est un processus complexe d'homologation de chacun de nos modèles, eh bien, l'UTAC homologue notre véhicule et nous autorise à le fabriquer de la même façon à l'infini. Donc là, on a vu des images d'une vieille de chevaux. On peut le faire dans plein de voitures existantes aujourd'hui, ce rétrofit. Alors, mes confrères et moi-même, en effet, sommes en train de travailler l'ingénierie de nouveaux modèles qui seront homologués et disponibles dès l'an prochain, en 2022. Mais aujourd'hui, en effet,
cette réglementation est une réglementation assez jeune, qui date de 2020, en avril 2020, plus exactement. Et aujourd'hui, le seul modèle qui est homologué de par la réglementation française est cette fameuse 2 chevaux. D'accord, ok. J'ai envie de demander à nos autres invités ce qu'ils pensent du rétrofit. Est-ce que vous connaissiez ? Jean-Jacques Rabache, qu'est-ce que vous pensez du rétrofit ? Oui, alors déjà, l'intérêt souvent, c'est de faire durer ce que l'on a. Hein. C'est vrai qu'il va falloir changer le parc entier des voitures. C'est le fait de lutter contre l'obsolescence programmée, tout finalement. Tout à fait, voilà. Et si effectivement on peut améliorer ces choses-là, c'est une bonne idée. Après, la question, c'est pourquoi et quel est l'usage de la voiture ? Et effectivement, c'est intéressant ou pas, mais effectivement, c'est une alternative plutôt intelligente vis-à-vis des ressources environnementales. Alors parlons-en des usages justement. Vue comme la parfaite citadine, la voiture électrique fait aussi des émules dans les campagnes où la voiture reste indispensable, même pour des courts trajets. Exemple tout de suite en Corrèze avec ce reportage d'Antoine Gégat et Tania Gomes. C'est sans bruit que Philippe Henry se déplace sur les routes de Corrèze. 2 ans et demi que cet habitant du Zerche est passé au 100% électrique, loin des clichés d'un moyen réservé aux citadins selon lui. C'est ce que je veux démontrer, c'est qu'au contraire, c'est peut-être le milieu rural qui est le mieux adapté à la voiture électrique. Parce que déjà, 1, on a un garage, on peut recharger chez soi. Et 2, la topographie du terrain, c'est vallonné, donc ce qu'on perd en montée, on le récupère en descente. Et on a besoin de voitures en milieu rural plus qu'en milieu urbain. Rouler en électrique en milieu rural, une folie il y a encore quelques années. Une réalité aujourd'hui grâce à une meilleure autonomie des batteries et à la multiplication des bornes de recharge. Il y en a actuellement une 40aine dans tout le département. À Égletons, cette borne flambant neuve a coûté 34 000 €, financée aux 2 tiers par la commune. Ce type de borne permet de recharger un véhicule en 20 minutes et géolocalisé, et ça permettra effectivement de participer à l'essor économique de la ville d'Égletons. Les gens, ils viennent faire des courses, et 20 minutes, on achète quelque chose, on fait un tour, on va au restaurant. Cette borne fait partie d'un réseau régional baptisé Mobive. L'heure de recharge coûte entre 2 et 3,50 €. Donc l'application Mobive, vous la téléchargez et dessus on peut voir toutes les bornes qui sont disponibles au niveau de notre territoire. On voit celle d'Égletons qui est actuellement utilisée par un véhicule, elle est en bleu. Toutes les autres sont en vert. Celles-là viennent d'être installées, donc elles sont normalement en vert. Et les rouges, c'est celles qui sont en construction. Avec le plan de relance, 20 bornes supplémentaires devraient sortir de terre en Corrèze. Le but est d'arriver à trouver une borne tous les 30 km. Nous allons évoquer dans quelques instants ces fameuses bornes qui ne sont peut-être pas assez nombreuses encore aujourd'hui. Sur l'usage, Franck, vous qui avez une voiture hybride rechargeable, quel usage vous en faites aujourd'hui ? Et je crois que vous allez opter pour de l'électrique bientôt. Oui, alors c'est vrai que moi, c'est par le biais de mon métier, j'ai des déplacements journaliers. Et j'ai installé une borne à mon bureau, ce qui me permet aujourd'hui d'utiliser toute la technologie électrique durant mes déplacements quotidiens. Je reviens à mon bureau, je la recharge, et c'est vrai que durant la journée, j'utilise quasiment pas le moteur thermique. Cette concession-là, je suis prêt, je l'ai acceptée parce que effectivement, comme on disait tout à l'heure, sur des plus longs trajets, de par le poids, comme vous avez dit, c'est vrai que la consommation d'essence sur des longs trajets est un peu plus lourde, mais c'est cette concession que je l'ai acceptée, de consommer plus quand je fais des longs trajets, parce que tout au long de la journée, j'utilise quasiment pas le moteur thermique. J'ai regardé avant de venir, sur la semaine dernière, j'étais sur un peu moins de 3 litres au 100 km, et j'ai fait 300 et quelques kilomètres. Donc c'est vrai que cette compensation d'utilisation de l'essence sur des longs trajets qui est un peu plus forte, comme on disait, parce que c'est le véhicule lourd, je la gagne en utilisation urbaine. Vous voulez vous mettre au tout électrique aussi, plutôt vraiment pour des petits déplacements ? Alors, j'ai des déplacements aussi assez longs, pas forcément aussi qu'en France, et c'est vrai que le full électrique, pour moi, reste pas envisageable pour mon utilisation personnelle, mais en second véhicule urbain, oui. Je pense que quand on a la possibilité de pouvoir le faire charger à domicile, c'est une bonne alternative, oui.
Marc Laguarda ou Jérôme Dancoine, quelles sont la voiture électrique aujourd'hui, c'est plus pour des citadins, à la campagne aussi, des petits trajets, les longs trajets, c'est peut-être plus pour les hybrides rechargeables. Quels sont les différents usages pour quelle technologie? Moi, j'ai un hybride, je l'ai pris pour des questions de ZFE finalement, hein, de pollution dans les zones urbaines. Donc, j'habite à Limoges. Je travaille à Limoges et je tourne en électrique sur la partie hybride, 50 km, et je me recharge chez moi. L'entreprise m'offre aussi une possibilité de me recharger si j'ai besoin. Hein. Donc c'est un cycle pour quelque chose de local. Et le choix que j'ai fait de l'hybride, c'est un peu le même, c'est que de temps en temps je pars loin et j'étais un petit peu embêté jusqu'alors. Mais on voit arriver les grands hubs de recharge sur les routes nationales, hein, qui vont compenser ce manque. C'est-à-dire que dans un an, je bascule à l'électrique. Hein. Puis ce que je voulais rajouter, c'est, moi je suis très Nouvelle-Aquitaine, hein, c'est que le témoignage de la personne là montre que la Nouvelle-Aquitaine, c'est 73% d'habitats qui sont en maison individuelle. Et qui ont besoin de leur voiture. Même pour les déplacements assez courts. Avec des déplacements moyens jours de 30, 40, 50 km, la voiture électrique, contrairement à ce qu'on pensait initialement, elle est faite naturellement pour le rural. Alors ça pose aussi la question effectivement de l'autonomie. Aujourd'hui, quelle autonomie est-ce qu'on peut avoir avec une voiture électrique? Jérôme Dancoine. Sur les bornes, il y a vraiment un enjeu de maillage du territoire. On a un objectif fin d'année pour l'ensemble de la France qui est de 100 000 points de recharge publics sur le réseau routier. On est à 31 000. Donc, il y a encore du travail. Il y a du travail, voilà. Alors, il y a des initiatives qui sont prises d'ailleurs sur des programmes comme Advenir pour pouvoir aider financièrement grâce aux certificats d'économie d'énergie. Bon, je ne vais pas détailler, mais voilà, il existe des aides qui sont destinées aux entreprises, aux collectivités pour pouvoir aussi installer leurs bornes. Donc il faut développer au maximum l'ensemble de ces bornes pour pouvoir justement recharger son véhicule et mailler le territoire. Donc ça, c'est un enjeu fort. À l'échelle Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine a un appel à projet d'ailleurs pour avoir des bornes. On a parlé dans les reportages de recharge ultra rapide, 20 minutes, etc. Donc il y a un appel à projet aussi pour pouvoir équiper le territoire, donc, qui est porté non pas par l'ADEME là pour le coup, mais par le Conseil régional. Donc ce sont des outils qui sont indispensables au développement du véhicule électrique. Jacques Robert, c'est encore un des freins quand même chez les usagers, hein, ce problème de bornes rechargeables. Il y a beaucoup de freins chez les usagers parce que certaines bornes, on ne peut pas les utiliser avec la carte bleue, il faut un abonnement, il y a n'importe quel tarif. On a pu constater qu'il y avait même certains tarifs qui étaient, j'ose le dire, abusifs dans certains cas. Vous avez des bornes gratuites chez les grands distributeurs, quelquefois. Donc, je crois qu'il va falloir là aussi que l'on se mette bien d'accord pour que le consommateur ne se trouve pas finalement devant quelquefois des impossibilités ou alors des coûts qui sont vraiment prohibitifs. Et pour aller dans votre sens, Jacques Robert, un témoignage récolté sur Facebook, c'est Michel qui roule à l'électrique depuis 4 mois, globalement satisfait, sauf au niveau de la différence des chiffres annoncés en matière d'autonomie et ceux de la réalité. Mais le plus déplorable est la quantité et la qualité de bornes de rechargement. La moitié du parc est hors service et l'autre moitié est gérée par des sociétés différentes qui obligent à autant d'abonnements et de cartes. S'il y avait au moins une borne de recharge rapide sur chaque aire d'autoroute, c'est selon nous le principal frein au développement de cette technologie qui a beaucoup de qualité. Marc Laguarda ou Jérôme Dancoine, réaction, vous comprenez cette attente des consommateurs en tout cas? Marc. Il ne suffit pas effectivement de poser des bornes, il faut en assurer l'exploitation. Après, sur la question du mode unique de paiement ou autre, la normalisation est arrivée après le début de l'histoire. Hein, donc elle arrive, la normalisation, elle va se mettre en place, elle va être longue. Donc on sait que c'est un problème et un irritant fort des utilisateurs. On a un peu le temps, je rappelle, c'est 1,2% du parc Nouvelle-Aquitaine est électrique VHR. Donc on est au démarrage et au début de l'histoire. Hein. Bon, elle se construit et on s'assoit sur les expériences et les retours d'expériences négatives que vous évoquez. Alors j'ai envie d'être aussi très très pratique. Aujourd'hui, j'ai une voiture électrique ou hybride rechargeable. Comment je fais pour recharger ma voiture? Il y a les bornes publiques sur les aires publiques. On peut aussi recharger chez soi. Comment ça se passe? Alors moi c'est vrai que je rejoins un peu toutes les personnes qui sont sur le plateau. Aujourd'hui, pour moi, c'est une véritable difficulté, ou pas, je ne vais pas dire parcours du combattant, mais ce manque d'harmonisation, c'est que même quand je suis face à une borne électrique publique,
je ne sais pas si tu vas avoir la carte, je ne sais pas si c'est un abonnement. On parlait de coûts, je ne le sais pas non plus. Donc c'est vrai que je suis un peu freiné pour y aller. Et j'avoue que pour mon utilisation personnelle, 90% des cas, c'est sur ma propre borne. Vous rechargez, vous avez une borne J'ai une borne qui est fixe, qui est étudiée pour ça, qu'on appelle les wallbox. Et du coup... Et vous mettez combien de temps pour recharger votre hybride rechargeable ? Alors, c'est toujours une question, parce que est-ce que quand j'arrive, elle est complètement vide ? Oui. Est-ce que c'est... Mais en général, allez, en même pas 3 heures, 4 heures, c'est full. 5 à 7 heures. Voilà. Donc, en moyenne, c'est 5 à 7 heures. Parce que j'ai fait venir la technologie, c'est pas branché sur une prise de 220. Donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est une wallbox qui est étudiée par rapport à ça. C'est une question à poser quand on achète la voiture, pour savoir exactement quel est aussi le type de chargeur qu'il y a dans la voiture et dans la batterie. Parce qu'il y a des chargeurs rapides qui sont plus ou moins rapides, et donc il faut regarder cela, et ça a une incidence sur le temps de chargement. Alors on est loin effectivement des 5 minutes qu'il faut pour mettre de l'essence ou du diesel dans... Imaginons les grands départs en vacances. Là aujourd'hui ou demain, on aurait du mal à imaginer que effectivement tout le monde soit à l'électrique ou à l'hybride rechargeable. Si on part en vacances, il faut prévoir effectivement les bornes de rechargement. Hein. Il y a des sites. Hein. Moi, j'en ai un, chargemap.com, qui donne les différents points où il y a des bornes. Encore faut-il que ces bornes ne soient pas occupées quand on arrive. Et puis, il y a effectivement un temps de chargement qui est relativement important suivant la technologie qu'il y a. Marc Laguarda. Oui, sur les autoroutes, ils déploient des bornes qu'on appelle à courant continu, recharge ultra rapide. C'est les mêmes que celles de Tesla, par exemple. C'est un quart d'heure, 20 minutes. Vous allez boire le café, vous revenez. C'est ce qu'on entendait dans le reportage, d'ailleurs, en Corrèze avec le temps. Bon, quand elle marche, c'est comme ça. Oui. Il faut qu'elle marche. Donc, le déploiement de ces bornes, c'est des bornes qui permettent une recharge ultra rapide, je dirais, pas très éloignée de ce que l'on connaît. Chez soi, vu le peu de kilomètres qu'on fait chaque jour, la nuit suffit. Avec une prise quasi standard, même si on met une prise un peu plus évoluée. Ça suffit comme recharge pour faire les 40-50 km que l'on va faire dans la journée. Finalement, ce sont des vraies économies. Franck, vous économisez avec votre voiture hybride de l'essence ou du carburant, du diesel. Le coût de l'électricité aujourd'hui est raisonnable. Quand vous rechargez complètement votre voiture, ça vous coûte combien finalement ? Alors, concrètement, je n'ai pas le détail précis sur ma facture d'électricité, c'est compris. Mais aujourd'hui, on va être aux alentours de 3-4 euros grand maximum à chaque fois. Et encore, je ne suis même pas forcément sûr de ce chiffre-là. Moi, j'avais regardé, parce que justement, je suis en plein dans le sujet. C'est pour un plein. Plein, ouais. Je suis en train de regarder vraiment pour une voiture qui est 100% électrique. On est aux alentours d'un plein quand c'est une voiture totalement électrique pour aller 100 ou 200 km. On est aux alentours de 10-12 euros grand maximum. Donc c'est vrai que par rapport à un plein, aujourd'hui, on est beaucoup moins cher 5, et fois moins, beaucoup plus économique. Marc, plus que 5-6 fois moins ? Non, moins. Je dis ça, nous on porte une formation qui est bâtie par l'ADEME qui a contribué. Le ratio qu'on prend, c'est 2,5-3. On divise par 2,5-3. Selon que vous avez du diesel, de l'essence, et puis vous tombez sur des bornes de recharge qui sont parfois un peu onéreuses en électrique. Nous, on a calculé, suivant le modèle, le coût entre 1,50 € à 3,50 € pour les 100 km. Est-ce qu'on peut se fier d'ailleurs à ce que nous annoncent les constructeurs en la matière ? Pour les hybrides, il faudra regarder, parce que tout dépend le calcul qui est fait. Effectivement, quand on annonce 0,7 litres dans la semaine, effectivement, mais c'est pour une certaine utilisation. Par rapport aux constructeurs, par rapport aux données constructeurs et par rapport à ce que j'ai pu constater, c'est moins. D'accord. L'autonomie électrique est moindre que ce qui est globalement affiché par les constructeurs. Je parle bien évidemment pour mon cas personnel. Maintenant, par rapport aux recharges, oui, si on achète un tout électrique et si on fait installer une prise, il y a le coût de la prise en plus, même si là, il y a des aides aussi. Et juste un petit truc, si on veut recharger sur une prise normale électrique, quelquefois on emploie des rallonges. Il faut surtout qu'elle ne soit pas enroulée, le fil ne soit pas enroulé dessus, parce que comme ça chauffe,
Ça va vous brûler? Alors ça peut paraître anodin, mais c'est important. C'est important. D'accord. Donc j'ai une prise normale chez moi, je peux brancher et recharger ma voiture. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Vous mettez une prise un peu plus évoluée d'un fournisseur qui est adhérent de l'association, qui est Limousin, qui s'appelle Legrand. Il fait ça très bien. Hein. Ça porte de la sécurité telle que c'est... David, je voudrais faire réagir David Puech, qui est avec nous, je le rappelle, en duplex depuis Bordeaux. Tous ces chiffres, ces données qu'on vient de donner, c'est la même chose pour les voitures qui sont rétrofitées. Donc, encore une fois, c'est un moteur électrique à la place du moteur thermique d'une ancienne voiture. Alors oui, je vais vous répondre à ce sujet. Il y a beaucoup de rationalité dans notre débat. Et moi, je voudrais en rajouter un point, c'est que généralement, et j'incite tous nos téléspectateurs à faire de même, quand on essaye un véhicule électrique, eh bien, on va peut-être l'acquérir ou l'essayer pour des raisons rationnelles, par souci de moins polluer, parce que, en effet, la réglementation nous y contraint, etc. Et ensuite, tout de suite, quand on va l'adopter, eh bien, on va prendre du plaisir. Donc, un véhicule électrique, c'est ludique, c'est fun. Sa conduite est assez apaisée, en fait. Il y a une cool attitude dès que l'on est derrière le volant d'un véhicule électrique. Et donc, vous savez, l'automobile, ça a quelque chose de particulier dans nos cœurs de consommateurs, c'est qu'on y prend aussi du plaisir et que c'est beaucoup plus qu'un moyen de locomotion. Et donc, voilà, je voulais rajouter ce petit côté plaisir. Mais c'est important. Moi, en effet, je recharge ma voiture dans mon garage, à ma prise domestique, et très exactement sur la prise de mon lave-linge. D'accord. Qui est une prise 16 ampères. Ouais. Et elle prend avec un adaptateur qui est un adaptateur professionnel. Elle prend 2 kW par heure et donc quand je la pose le soir et le lendemain matin, je la retrouve avec un très bon niveau d'autonomie. Et quand je vois, alors je sais qu'on manque de bornes et qu'on dit on passera à l'électrique quand il y aura des bornes, mais les bornes qui sont installées aujourd'hui, la plupart du temps, elles sont un petit peu délaissées. Donc voilà, moi je voudrais surtout inciter à passer à ce mode de motorisation, bien évidemment. Bien sûr, le rétrofit, parce qu'en plus du plaisir qu'apporte l'électrique, eh bien nous, sur nos gammes, eh bien on propose des véhicules anciens, par exemple. Donc, on vous propose de rouler au quotidien, de faire vos trajets domicile-travail avec un coupé 504 de 1971 ou avec cette 2 chevaux qui passe à l'écran. Donc, on veut rajouter, et dans les valeurs de nos marques, l'aspect plaisir est déterminant. Et oui, c'est déterminant. Et si l'électrique se développe, c'est aussi par le biais des collectivités qui s'y sont mises et des entreprises. Je voudrais qu'on aille tout de suite à Bourran, dans le Lot-et-Garonne. C'est une entreprise qui n'est pas tout à fait comme les autres. C'est Goupil, le nom d'entreprise, qui propose des véhicules utilitaires 100% électriques pour les acteurs privés et publics, avec un succès grandissant. Reportage tout de suite de Margot Dubieil et Benoît-Pierre Morin. Sans un bruit, le Goupil se faufile dans les rues étriquées d'Agen. Le nouveau venu a tout pour plaire à Pierre, son chauffeur. C'est un véhicule qui passe partout et qui est pratique, qui ne fait pas de bruit. Voilà. Qui est très pratique, qui est très maniable, voilà, qui est super. Conçus à quelques dizaines de kilomètres de là, ces utilitaires 100% électriques font de plus en plus d'adeptes. Leur atout, ils sont entièrement modulables. Benne, fourgon ou grillage, les clients choisissent leur équipement sur mesure. Ici, vous avez un coffre arrière de rangement, coffre arrière cabine, plus un plateau basculant court. Et à l'intérieur de ce plateau basculant, une tonne à eau qui permet donc de faire de l'arrosage. Cet élément peut être retiré du plateau basculant pour faire donc vraiment de la collecte de déchets ou de feuilles par exemple. Créé en 1996, Goupil a été racheté par le groupe américain Polaris en 2011. Depuis quelques années, la demande en véhicules électriques explose. En 2018, l'entreprise a produit près de 20 000 véhicules pour un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros et s'exporte aujourd'hui dans plus de 35 pays. On vend même des véhicules jusqu'en Nouvelle-Zélande, au Chili, au Mexique. On a livré les premiers véhicules au Mexique. Donc le succès, c'est ça, ça passe par un développement à l'export et on est assez fiers de ça, qu'une petite PME du Lot-et-Garonne soit capable d'exporter un véhicule électrique avec toute l'ingénierie que ça comporte un peu partout sur le globe.
Et même localement, le petit véhicule répond parfaitement aux attentes écologiques des municipalités. On nous impose le renouvellement de notre parc à hauteur de 1 véhicule sur 5 avec une énergie alternative. Pour ce qui est d'Agen, nous avons 280 véhicules en parc sur la ville de l'agglomération. Nous sommes déjà à 25%, enfin quasiment 25% de véhicules qui utilisent des énergies propres. Si on peut aller au-delà des 24% auxquels nous sommes aujourd'hui, évidemment, on le fera. À l'heure de la transition énergétique, Goupil a donc de solides arguments à revendre. Prochaine étape, s'implanter durablement à l'international. Alors c'est une belle histoire entrepreneuriale de cette entreprise du Lot-et-Garonne. Au-delà de cette belle histoire d'une entreprise, c'est aussi montrer que les collectivités s'y mettent à l'électrique. Et pour montrer l'exemple, Marc Laguarda, c'est aussi le rôle de l'association que vous présidez. Oui, ce qu'on cherche à faire, c'est faire une acculturation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, c'est répondre à des interrogations qui sont nombreuses et de l'ensemble des parties. Donc on a une association qui regroupe plein de parties prenantes et qui nous enrichit d'ailleurs. Et donc on a effectivement comme en face de nous les acteurs et élus locaux qui à la fois sont impactés par leur propre flotte, mais aussi par l'organisation de la mobilité. Donc cette organisation de la mobilité, elle est essentielle. Elles ont une autorité, c'est l'autorité d'organisation de la mobilité, mais on va en parler, je pense, avec Jérôme, de l'ADEME. La mobilité électrique est un sous-ensemble d'un sujet éminemment plus complexe sur la décarbonation des transports. Et sur la dépollution ou la non-pollution dans les zones urbaines. Donc... Alors on y vient, ce fameux bilan écologique, finalement c'est peut-être le point d'achoppement le plus important aujourd'hui. On entend beaucoup dire que finalement une voiture électrique ne serait pas si écologique que ça. Jean-Jacques Rabache, est-ce que produire un véhicule électrique demande plus ou moins d'énergie et est-ce que cela émet moins ou plus de gaz à effet de serre que de produire un véhicule thermique ? Alors déjà c'est vrai, il n'y a pas de véhicule propre. Voilà, il n'y a pas de carburant propre, ils ont tous un impact sur l'environnement. On va prendre ensuite l'analyse du bilan écologique des véhicules. Ça dépend des usages. Voilà. Est-ce qu'il vaut mieux un tournevis plat, un tournevis cruciforme, un tournevis à 6 pans ? Ça dépend ce qu'on veut dévisser. Et il y a différents modes de déplacement. Et dans les véhicules individuels, si on continue à en faire la promotion, on va avoir des voitures diesel qui auront peut-être plus d'intérêt que des voitures électriques. Ça dépend de l'usage, les besoins, le poids, ce que l'on en fait. Donc en fait, il faut bien savoir qu'une voiture, ça répond à un usage, et cet usage-là, si on l'utilise mal, il n'est pas bon. C'est comme n'importe quel outil. Aujourd'hui, avoir par exemple un SUV électrique pour une personne, c'est pas un véhicule propre selon vous ? Non, il vaut mieux garder son vieux véhicule diesel et puis pas s'en servir et puis prendre un bus pour aller travailler. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, il n'y a pas de bonne solution au déplacement individuel avec des véhicules de plus d'une tonne pour déplacer des gens de 80 kg. C'est pas possible, quels que soient les modèles environnementaux. Alors après, on peut aller chercher des batteries, on peut aller chercher du gasoil, c'est pas possible. Alors c'est ce modèle-là qu'il faut remettre en cause. Et après, une fois qu'on a fait ça, à titre individuel, il faut effectivement analyser ses besoins. Alors on sait quand même aujourd'hui qu'un véhicule électrique produit beaucoup moins de gaz à effet de serre en roulant qu'un véhicule diesel ou à essence. À effet de serre. De gaz à effet de serre. Mais il va produire à la fabrication beaucoup d'énergie pour être construit. Et ça, si on s'en sert que 20 km par jour, c'est pas facile. Ouais. Donc on va l'amortir sur un temps plus long. Il faut les faire durer. Donc c'est bien, le rétrofit, ça permet de faire durer aussi les matériaux. Il y a aussi, effectivement, on parlait un petit peu de véhicules fun. On est en train de nous donner envie de fonctionner. En 2019, sur les 4 milliards de publicités qui ont été faites dans l'industrie automobile, plus de 2 milliards ont été faits pour les SUV. Bon, effectivement, tout le monde prend des SUV. Qui a besoin quand on regarde ce qu'ils font. Voilà. Donc en fait, la difficulté, c'est qu'on est en train de nous vendre une industrie qui est en train de muter. On a beaucoup parlé d'économie tout à l'heure, mais pas d'économie de planète. Et chercher à faire rouler tout le monde avec des véhicules individuels le moins cher possible, c'est peut-être pas la solution. Moi, j'ai fait partie des gens qui disaient, mettez l'essence à 3 €, ça va faire une cadeau. Mais on va s'organiser pour pouvoir le faire. Chaque fois que ça devient moins cher de rouler à titre individuel, plus on roule. Donc en fait, on ne fait pas d'économie, on consomme plus. Et vous dites aussi que si demain tout le monde passe à l'électrique, ce ne sera pas la bonne solution. Si tout le monde met des masques d'un seul coup, ça ne va pas. Si tout le monde se fait vacciner, il n'y a pas assez de seringues. Et quand tout le monde veut changer de technologie, ça n'allait pas. Alors effectivement, on peut penser que l'industrie de l'électrique n'est pas aboutie comme l'était celle du thermique, mais dans 20 ans, il y aura des bornes partout, ce ne sera plus un problème de recharger. Mais il ne faut pas que tout le monde, d'un seul coup,
passent au même moment, c'est pas possible. Donc pas la solution miracle. Jacques Robert, vous vouliez rajouter quelque chose? Je lisais ce week-end, c'est un ingénieur de l'ADEME qui le disait, qu'on ne devient pas écologiquement vertueux simplement en achetant une voiture électrique. Un objet de 2000 kg pour déplacer une personne sur 5 km ne peut pas être écologique. C'est-à-dire que je crois qu'il faut, pour les gens qui veulent acheter électrique, il faut qu'ils réfléchissent avant sur l'utilisation qu'ils vont en faire. Quand on parle de l'hybride rechargeable, c'est véritablement pour s'en servir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut démarrer comme un fou, qu'il faut foncer à 90 km/h quand il y a 50 km sur le périphérique. Je crois que c'est aussi se mettre dans la tête un usage différent à la fois du véhicule et à la fois du mode de transport. Jérôme Dancoine, c'est plutôt des paroles de bon sens, vous abondez dans ce sens-là ? Je pense que ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le véhicule électrique est une solution parmi un bouquet beaucoup plus large. Il faut repenser les questions de mobilité, c'est-à-dire à la fois jouer sur l'urbanisme pour pouvoir utiliser d'autres modes de transport que la voiture. Moi, j'utilise le véhicule électrique, mais c'est un vélo électrique. Voilà, c'est parce que je fais des petites distances. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est, à mon avis, essentielle aujourd'hui, c'est essayer de favoriser d'autres modes de transport. Je parlais du vélo, mais la marche, le transport en commun, le train. Il y a aussi une question derrière les transports en commun d'accès à la mobilité et de droit à la mobilité pour la population. Ce sont des modes de transport qui sont peu coûteux, peu onéreux. Donc, et puis, un dernier point, c'est qu'il faut optimiser le système. On a parlé du véhicule électrique. C'est très bien aussi lorsqu'on peut avoir un autopartage du véhicule électrique. Parce qu'il faut rappeler que majoritairement, donc à plus de 90%, le véhicule reste stationné. En zone urbaine, ce sont des voitures ventouses, ça occupe l'espace. Donc il faut que le parc roulant puisse être optimisé, qu'il puisse circuler beaucoup plus, pour qu'on ait finalement, en parc roulant, moins de véhicules. Donc tout ça, ce sont des éléments essentiels. Dernier élément d'un point de vue environnemental, attention sur le véhicule électrique. Il y a quelques points de vigilance à avoir, à la fois sur l'approvisionnement des matières premières, donc où on s'approvisionne. On va parler du recyclage, je crois, dans quelques temps. Je voudrais justement, vous allez compléter dans un instant. C'est des choses qui sont... Je voudrais effectivement qu'on parle des batteries. Les batteries qui posent aujourd'hui problème, qui ont besoin de matériaux rares. Je voudrais tout de suite qu'on regarde un reportage quand même, parce qu'il y a une filière de recyclage qui est en train de se mettre en place, notamment en Haute-Vienne, grâce à Orano, anciennement Areva, l'un des leaders du nucléaire, qui a lancé un site pilote à Bessines-sur-Gartempe. Reportage tout de suite de Sébastien Laporte et André Abalo. On en parle juste après. Avec l'apparition des premières épaves de voitures électriques ou hybrides, se pose le problème du recyclage de leurs batteries, un recyclage imposé par la législation. La filière se constitue peu à peu. À Bessines-sur-Gartempe, en Haute-Vienne, de nouveaux procédés sont à laisser dans un site pilote dirigé par Orano. Dans un premier temps, vous avez une dissolution de la matière et dans un deuxième temps, lorsque tous les métaux sont dissous en phase aqueuse, on fait une opération de purification pour enlever les différentes impuretés qui sont dans cette solution, pour pouvoir récupérer uniquement derrière le nickel, le cobalt, le manganèse et le lithium. Pour l'instant, une dizaine de salariés travaillent à améliorer les techniques et découvrir de nouveaux procédés dans ces laboratoires. Le but de ces lignes, c'est de réaliser des essais R&D pour extraire sélectivement chacun des métaux qui vont rentrer dans la fabrication des précurseurs, qui vont ensuite entrer dans la fabrication des différents matériaux de cathode de batterie. Et donc ces sels métalliques doivent présenter des hautes puretés pour que les nouvelles batteries puissent fonctionner. Les essais pourraient durer encore 2 ans. Une installation pilote va être lancée dans ces hangars à partir de janvier prochain. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme batterie ? Un calendrier serré pour faire face à une concurrence de plus en plus présente, même si les sites existants, comme ici à Dieuze en Moselle, restent rares. Orano, spécialisé dans le combustible nucléaire, s'est associé à plusieurs industriels pour atteindre son objectif. Dans le consortium, je vous rappelle que nous avons des partenaires tels que le CEA, qui développe des briques technologiques innovantes pour synthétiser des matériaux de cathode. Ensuite, nous avons notre partenaire Saft qui sait fabriquer des modules de batterie, des cellules. Et donc, pouvoir leur donner une nouvelle matière issue des batteries usagées pour en reconstruire d'autres, c'est vraiment un procédé vertueux. À 150 km de Bessines, Saft, filiale de Total, est également partenaire du seul projet concret d'usine de batterie en France, officiellement lancé à Nersac, près d'Angoulême, l'an dernier, en présence du chef de l'État.
Un site pilote pour créer un Airbus des batteries avec l'Allemagne. En attendant, l'État français a accordé 6 millions d'euros au projet mené en Haute-Vienne au titre du plan de relance. Car avec la structuration de cette filière, des milliers d'emplois sont en jeu. Sur la création directe d'emplois pour le recyclage de batteries, c'est 3000. Je ne dis pas que les 3000 seront créés sur ce site, mais ce sera 3000 sur l'ensemble de la filière, emploi direct, ce qui est quand même très important, et 1000 en emploi direct. Le groupe Orano espère aboutir à une première industrialisation de son procédé en 2024 ou 2025. À pouvoir recycler les batteries utilisées dans les véhicules électriques, c'est un des points clés, c'est un des enjeux d'avenir pour la filière électrique. Marc Laguarda. Oui, c'est vrai pour toutes les filières, quel que soit le process industriel que l'on a, vous l'avez dit, il est quelque part un peu polluant. Donc avoir un recyclage à un moment où les matières premières sont l'objet de pouvoirs politiques planétaires, je pense que c'est essentiel pour à la fois garder la main sur ces biens qui sont essentiels. Et puis ça reste un frein pour de nombreux usagers. J'ai par exemple un témoignage récolté aussi sur Facebook de Gilbert qui dit « Je ne roule ni à l'électrique ni à l'hybride. Je suis contre la pollution, je roule diesel et je ne veux pas être complice d'esclavage en Afrique et de pollution de batteries impossible de recycler entièrement. » Ça reste un vrai frein chez les consommateurs. Chez certains. Mais c'est sûr que de toute façon, ce recyclage de batteries pose question. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas trop. Vous avez entendu dans le reportage 2024-2025. Ça fait quand même un délai relativement important. D'autre part, l'extraction des métaux que l'on appelle terres rares, c'est une extraction lithium, très cobalt. Polluante aussi. Tout à fait. David Puech, et je ferai réagir Jean-Jacques juste après. David Puech, pour les véhicules rétrofités, quel type de batterie est-ce que vous utilisez? Des batteries neuves, des batteries recyclées? Non, on utilise des batteries neuves. Et d'ailleurs, chez REV Mobility, nous développons notre propre batterie ici à Bordeaux, qui répondra aux besoins spécifiques du rétrofit. Ce reportage sur Orano est remarquable. Je pense qu'on est en train, tous ensemble, de bâtir un écosystème. Et je pense qu'il faut faire confiance aussi en l'innovation. On sait qu'une cellule de batterie aura plusieurs vies. Alors nous, dans les véhicules et chez Rétrofutur, eh bien, au terme de la première vie de la batterie, qui est la batterie dans le véhicule, en dessous de 80% de sa capacité, en fait, on devra la démonter. Alors ça interviendra, je vous rassure, ça interviendra au bout de nombreuses années et de très nombreux cycles, on parle de 9 à 12 ans. Ensuite, cette batterie pourra avoir une deuxième vie, c'est-à-dire que tout simplement, on installera les cellules dans un autre casing et elles serviront dans un autre usage, par exemple domestique, ou reliées à vos panneaux solaires, eh bien, elles pourront produire de l'énergie et recharger votre batterie de véhicule ou couvrir vos besoins domestiques. Donc voilà, mon point était de dire, on est au début de l'aventure et ayons confiance dans le développement de cette filière qui s'annonce. Jean-Jacques Rabache. Oui, alors je voulais réagir à ce qu'a dit Jacques tout à l'heure sur les problèmes des gens qui avaient des réticences par rapport aux batteries. Ils ne se posent pas par rapport aux piles qu'ils mettent dans les transistors, qui sont des premières batteries, et qu'on ne se pose pas la question si elles étaient recyclables ou pas. On en avait besoin, on les a prises. La batterie doit répondre à un usage, du matériel de jardin, de déplacement autre, mais il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga du déplacement et de dire maintenant, tout le monde demain va se déplacer avec de l'électrique. Ce n'est pas possible. Oui, et Franck, préciser, on a parlé de pollution et de recyclage. L'électrique a aussi évite certaines pollutions sonores. Et je trouve que dans les villes aussi, des fois, c'est assez embêtant d'avoir tout ce bruit-là. Et cette possibilité d'électricité par le biais des voitures réduit cette pollution sonore qui est assez gênante parfois. Alors ça, effectivement, c'est intéressant. En revanche, on n'a pas parlé de la production de l'électricité. Il faut la produire en amont, l'électricité. Dans le monde, les sources d'énergie sont encore bien souvent le charbon et le pétrole, très polluants. Chez nous, c'est le nucléaire, dont on parle beaucoup, qui soulève aussi des questions en matière de gestion des déchets. La voiture électrique, finalement, est-ce qu'elle ne ferait pas que déplacer le problème ? Je ne sais pas qui veut répondre. Jean-Jacques, votre avis ? La voiture électrique, c'est la voiture qui pose un problème. Et on peut, qu'elle soit électrique, diesel ou essence, elle va poser des problèmes. Alors effectivement, l'énergie soi-disant décarbonée parce que du nucléaire, parce que il est en un mix, je crois, qui est de
4 ou 5, je crois, par bord, mais si on tient compte de la construction et du démantèlement des centrales, on est à 2, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des discussions sur l'efficacité. Ça a un intérêt quand même, l'électricité, sur le bilan gaz à effet de serre, donc sur le carbone, mais ça, il y a 15 paramètres à prendre en compte. Voilà. Donc en fait, il ne faut pas en prendre un, il faut en prendre 15, et on s'aperçoit qu'il n'y en a aucun qui répond à tous. Voilà. Un petit mot de conclusion, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Marc Laguarda, du coup, effectivement, une pollution finalement peut-être quand même déplacée quand on prend en compte différents facteurs. Moi, je pense que la réponse à la question, elle sera collective. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Il n'y a pas de solution miracle. L'enjeu majeur, c'est quand même la décarbonation de la planète. Enfin, c'est une question climatique. Enfin, je crois que tout le monde l'a compris. Il faut s'engager vers une décarbonation avec tous les facteurs qu'on évoquait et toute la pédagogie qui est nécessaire. Et là, il faut être collectif. Il faut se donner une ambition commune et puis aller ensemble. Jérôme, Dancoine ? Une chose simple qu'il faut retenir, c'est qu'on parle de technologie, on parle de mix énergétique diversifié, décarboné, indispensable. Mais la première des choses, c'est de ne pas consommer l'énergie. Donc il y a des économies d'énergie à faire, que ce soit dans le transport, avec je l'ai dit, des modes alternatifs qui consomment peu. Mais c'est pareil aussi pour toutes nos consommations d'énergie. Chez soi, on peut aussi développer, réduire notre consommation d'énergie. On va avoir des progrès qui vont s'établir sur l'efficacité énergétique des bâtiments. On peut avoir aussi un développement des énergies renouvelables thermiques pour la chaleur. Tout ça va faire que effectivement le véhicule électrique aura sa place dans le mix électrique. Il n'y a absolument aucun problème. Mais il faut penser économie d'énergie. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 6 d'avoir participé à cette émission. On en reparlera évidemment dans les mois qui viennent. Voilà. Est-ce qu'on va tous un jour passer à l'électrique ou peut-être tous plus prendre les transports en commun et notre petite patte, nous ne les oublions pas quand on le peut. Merci beaucoup à tous les 6 d'avoir participé. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très vite pour un nouveau débat dans Dispute en double. Bonne fin de journée. Au revoir.